Salut tout le monde! Bon week-end à tous! Bonjour à tous. Ah, j'ai Ten Green qui est là, forcément. Bon, écoutez, on a de la news. On a... Ah, ça a bougé cette semaine. On a eu quelques tirs. On va avoir un mois d'octobre et novembre assez fou, je pense, puisqu'on a pas mal de gros tirs importants qui vont arriver. Et ouais, on a déjà commencé cette semaine à avoir du lourd. Vous vous rappelez que euh, une seule comme toujours, bah oui, mais je fais une seule minute spatiale. Alors peut-être que là, il y a des tirs que je vais couvrir. Hein. On va reparler de ça, mais il y a Europa Clipper qui arrive dans 5 jours. Europa Clipper, je fais ça en live. Hein. C'est la mission d'une génération. C'est le genre de truc que vous loupez pas. Voilà. Ça, Belizarios, presque 2 ans. Merci mec. Donc ouais, on va avoir de la Falcon Heavy qui va arriver. Alors, on va reparler de Starship parce que les choses ont pas mal bougé cette semaine. C'est difficile de trier tout ça. Mais je crois ce matin que quelqu'un a trié ça et on a peut-être des bonnes news. C'est pas confirmé, c'est jamais confirmé, c'est des rumeurs. Mais les rumeurs sont insistantes. Et la grosse semaine, c'était pour ULA. Hein. ULA, on en parle suffisamment souvent, de la Vulcan. La Vulcan, ULA est pressée de certifier la Vulcan pour le vol pour pouvoir tirer des charges utiles des Space Force. Les Space Force, c'est le plus gros contracteur aux États-Unis. On parle quand même de milliards de dollars sur plusieurs années. Vous voulez à tout prix récupérer les contrats des Space Force. C'est ce qu'il y a de plus important pour une compagnie aux US, une compagnie spatiale. C'est eux les meilleurs clients. Même s'ils sont exigeants, mais ils payent rubis sur ongle, ils payent cher, ils payent bien. Et bah forcément, ils sont exigeants. Donc pour avoir... si vous voulez utiliser votre lanceur pour les Space Force, il faut qu'il soit certifié. Au moins 2 vols réussis. Donc c'est pour ça que généralement les compagnies comme SpaceX ou ULA vont essayer de tirer le plus rapidement possible et avoir 2 tirs réussis pour que les Space Force disent ok, maintenant vous allez pouvoir tirer pour nous. Donc on avait eu le vol de la Vulcan en début d'année, je crois, le premier vol, et là on avait le deuxième vol. Ils sont tellement pressés qu'ils tirent à vide. Ça vous donne un peu l'idée. Comprenez que ça, Ten Green, la Vulcan, elle est à 100 millions de dollars, quelque chose comme ça. Si vous prenez les coûts du programme, ça va même peut-être encore plus cher. Mais ils tirent à vide. Parce qu'ils sont tellement pressés de faire certifier leur fusée qu'ils n'attendent pas la prochaine mission qui serait Dream Chaser normalement. Et ils vont tirer à vide. Ils ont tiré à vide. Donc c'est vrai qu'on se moquait, je me rappelle de beaucoup de gens qui s'étaient moqués de SpaceX. Quand ils avaient tiré pour la Falcon Heavy, le premier vol, ils avaient tiré le Roadster, la voiture de Elon Musk dans la charge utile. Et les gens disaient, oh là là, regardez-les, ils tirent le Elon Musk, blabla. Non, c'est qu'ils voulaient avoir un tir réussi le plus rapidement possible pour les Space Force pour ensuite faire valider la Falcon Heavy pour les Space Force. On ne fait rien par hasard dans ce business et on ne tire pas une voiture pour le plaisir. Y a de l'administratif derrière et de la logique. Donc là, ils auraient pu tirer la voiture de Tory Bruno. Hein, ils l'ont pas fait parce que bon, c'est pas SpaceX. Mais voilà, ils ont tiré à vide. Donc cette semaine, ils ont tout fait. Ça, c'est le rollout de la Vulcan. Et ULA qui fait de la com aussi. Hein. Donc c'est la deuxième fois qu'on voit la Vulcan au pad. Hein. Donc la Vulcan, là, elle est sous sa configuration légère. Hein. Vous avez 2 SRB. Vous les voyez, là, les 2 SRB. On va en reparler des SRB parce qu'ils ont été importants pour ce vol. Donc là, c'est les 2 boosters solides. Et vous avez 2 moteurs BE4. Donc c'est sa configuration légère, sous sa configuration lourde, elle est extrêmement versatile. La Vulcan, elle peut avoir jusqu'à 6 SRB. Ce qui est quand même beaucoup. Donc voilà, vous aviez, elle était sous sa configuration légère, vu qu'il n'y avait pas de charge utile à tirer, elle est à vide, hein, vraiment là, en termes de performance, pas besoin d'envoyer la sauce. Donc vous aviez 2 SRB sur les côtés, et vous aviez 2 BE4. Donc ouais, ça nous a fait, voilà, donc ils ont tout fait WDR et tout, ils ont eu de la chance d'avoir du très beau temps, voilà. Donc, on peut dire ce qu'on veut, Ten Green, mais elle est belle la Vulcan quand même, hein. Ça... Tu sais, on est tellement habitué à avoir des espèces de formes un peu curieuses où la coiffe ressort. Là, c'est juste un putain de gros missile. Moi, je trouve que elle a de la gueule. Après, j'adore ULA, donc forcément, voilà, je suis biaisé, mais je suis biaisé surtout. Hein. Donc ouais, on a eu un WDR juste il y a quelques jours. Tout s'est bien passé. Pour une nouvelle fusée, tout le processus se passe bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Le WDR, il s'est fait en une fois. Et on va aller voir le vol. Le vol, c'était hier.
hier matin tôt. Ils devaient tirer de nuit, mais ils ont eu des problèmes. Ils ont dû décaler le compte à rebours à plusieurs reprises, ce qui fait qu'ils ont tiré au petit matin. Je vais vous demander de bien regarder le tir. Ils sont passés, je pense, à un cheveu du désastre pour la Vulcan. Et on va en reparler en détail de ce qui s'est passé, parce qu'on le voit bien. Et ça aurait pu très mal se passer, ce tir. Regardez bien, parce que c'est particulièrement visible à l'œil nu, sûrement 20-30 secondes après le tir, après le début du tir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Les deux moteurs BE4 et les deux SRB. Oh là, la nana elle s'excite un peu. Oh là là. Liftoff of the United Launch Alliance Vulcan rocket. Ah ouais? Carrying Ah non, attendez. Attendez. Bah ouais, forcément, on voit rien. Mais bien sûr, j'ai oublié d'allumer la fenêtre. Regardez, pardon. Eh les gars, streamer professionnel. Hein. Me demandez pas. Voilà, attendez. Hop. Voilà. Voilà. C'est bon, on voit pas. Tu vois maintenant? T-minus 10, 9, 8, 7, streamer pro, les gars. 6, 5, 4, 3. We have engine ignition. 1. And liftoff of the United Launch Alliance Vulcan rocket. Carrying ULA's legacy of reliability, orbital accuracy, and high energy performance. Avec un DSRB. Everything looking up. BE4 performing as expected. All temperatures and pressures looking good. Vehicle has begun its draw program. C'est la Vulcan, hein. Elle est importante cette fusée, hein. Vous allez la voir très souvent dans les prochaines années. Hein. Vous allez voir qu'elle, hein. Pour où y aller. Là. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? Regardez bien. Là, déjà, vous avez des morceaux qui sont tombés de la tuyère. Là. Là, on l'a vu. Je suis à combien? La tuyère a explosé. Quand vous allez voir la gemme d'étincelle, c'est la tuyère du SRB qui a explosé. Là, ça c'est très grave. Et regardez bien maintenant. Regardez. Est-ce que vous regardez la tuyère à droite, donc vous avez le SRB à gauche qui est intact. La tuyère du SRB à droite a explosé. Regardez le jet de flamme. C'est incroyable que le SRB n'ait pas explosé. Regardez les jets de flamme, là on voit bien. Là ils ont un énorme problème. Heureusement ils sont à vide, ce qui fait qu'il y a moins de contraintes. Donc les BE4 ont magnifiquement travaillé. Ils ont dû... Le problème d'un SRB c'est que vous pouvez pas l'éteindre. Une fois que c'est allumé, vous ne pouvez pas l'éteindre. Donc là ils ont compensé avec les moteurs BE4. Alors ils disent que c'est nominal mon cul sur la commode, hein. Ça c'est absolument pas nominal, hein. Donc les BE4 ont réussi à compenser l'explosion de la tuyère du SRB. Attendez, je vous remets là, on voyait bien les deux SRB, dont celui sans la tuyère. Regardez. Vous avez le SRB de droite avec la tuyère, parfait. Tiger Senpai, merci pour tes 26 mois mec. Et oui, c'est Northrop Grumman, hein, il me semble, qui fait les... Et regardez le SRB de gauche, il a plus de tuyère. Le machin, il crache. Qu'il n'ait pas explosé, c'est un miracle. Et si le SRB, il explose, là, il n'y a plus de fusée. Hein. En 97, ULA, ils ont perdu une Delta 2, je crois, comme ça. Là, la fusée, elle est désintégrée. Hein. Et là, il y a des ingénieurs chez ULA qui voyaient ça, qui devaient avoir la merde au cul en se disant « Oh putain !» Faut pas que le SRB pète. Il faut que ça tienne jusqu'à Bico et à séparation. Regardez-le. Heureusement, ils étaient à vide. S'ils avaient eu une charge, ça aurait peut-être été différent. Et les moteurs BE4 ont fait un boulot incroyable parce qu'ils ont dû sûrement augmenter la puissance des moteurs BE4 pour compenser la perte. Et aussi, l'inertie de la fusée. Elle a dû être déséquilibrée par l'explosion. Et aussi par les changements de flux. Et les BE4 ont contrebalancé ça. Donc preuve que la Vulcan elle fonctionne bien quand même. Hein. Les moteurs BE4 tournent bien. Hein. On avait craché sur Blue Origin, mais là on voit que ils ont fait du bon boulot. Hein.
C'est à mesure, mais là par contre sur explosion pas vol, ça aurait été une autre histoire. Hein. Ça aurait été un désastre pour ULA. Body rates continue to look Regardez, towards zero. ils se tiennent pas en même temps les boosters. Il y a plus de tuyère sur l'autre. BE4 Et là, oh là là, les and we mecs, ils have sont du SRB putain. chosen. Oh la vache. Donc ça, tout le monde l'a vu, hein. Même moi en vol, je disais, mais attends, ils viennent de perdre un morceau là. Vulcan is 19 miles in altitude. We just 15 heard miles confirmation downrange of to solid Newfoundland rocket booster 1,400 jettison. miles per We hour. have about 3 minutes until we reach our next mission event, booster engine cutoff. Propre, hein. Alors malheureusement, on n'a aucune data de quoi que ce soit. Ça fait chier ULA qui nous met... On est tellement habitué à SpaceX à avoir le caviar de toute la télémétrie. Yep, on RCS valve activation. Là, on n'a rien. On n'a pas d'altitude, pas de vitesse. On a même pas les phases de ce qui se passe. Ils nous prennent un peu pour des cons quand même, quoi. Les gens qui regardent ce genre de stream, bah, ils connaissent un minimum, quoi. Et bon, là, ouais. En tout cas, ils ont eu... And we're now just about 2 minutes to ils ont eu nominal de la BECO. chance. En tout cas, ils ont réussi à faire leur séparation avec les boosters sans trop de problèmes. Donc voilà, hop là. Vous voyez ça? C'est le moment de l'explosion avec les étincelles, le 10e de seconde. Et vous voyez le gros morceau à droite, lumineux là? Ça c'est la tuyère. C'est la tuyère du SRB qui a explosé. Bam! Ils ont eu du bol que tout le SRB n'explose pas, ou même n'explose pas après dans l'ascension. Et voilà, ils ont eu chaud, ils ont eu très chaud. Comme je dis, heureusement, ils étaient à vide, ce qui fait que si vous êtes à vide, il y a moins de poids, moins de contraintes. Donc le fait qu'ils étaient à vide, ils ont peut-être pu, comme je dis, les BE4 ont bien travaillé pour seulement augmenter la puissance et contrebalancer les problèmes d'équilibrage de la perte de la tuyère et le SRB qui faisait n'importe quoi. Et c'est vrai que, donc voilà ce que ça donne. C'est le... Ah non, ça c'est moi, ça. C'est Pépé qui a explosé en plein vol. Pardon. Ah oh putain, je suis con. Hop, le SRB, voilà. Donc c'est ça là. Donc c'est du booster solide. C'est pour ça que vous pouvez pas l'éteindre. Un moteur. Si vous êtes sur un Starship, vous avez un moteur qui a un problème. Vous coupez un moteur. Le SRB, vous pouvez pas l'éteindre. C'est solide. Une fois que c'est allumé, faut aller jusqu'au bout de la poudre. Donc c'est ça qui a explosé. C'est toute la tuyère. Donc ce qu'on voit là, le gros morceau, c'est ça. Bam! Explosion. Ils s'en sont bien sortis. Ils ont eu beaucoup de chance. Mais, rappelez-vous que c'est un vol de certification pour les Space Force. Alors tout le monde a demandé, donc, ça c'est la vidéo, regardez bien au ralenti. Voilà. Et là on voit le morceau de... Donc dans la foulée on a demandé, Tori on a des belles photos, hein, comme d'habitude, magnifique. Oh, le beau morceau qui part, franchement. Ah ouais, il est... On a eu des magnifiques photos. Alors attendez, j'ai oublié forcément de mettre quelque chose. Et il est pas là. Si, il est là. Voilà. Donc tout le monde a demandé à Tori Bruno, ouais, mais vous avez perdu un SRB. Comment ça s'est passé le résultat final? Parce qu'ils avaient un objectif à accomplir vis-à-vis des Space Force. Les Space Force leur avaient fixé un objectif. Eh ben... Attendez, je mets mon chat là, comme ça. Bah, Tori Bruno, il a dit, bah écoutez, on a réussi, malgré le problème du booster, on a réussi à atteindre l'objectif qu'on nous avait donné à la perfection. Il y a un mec qui a demandé, mais Tori, ça n'a pas eu d'impact, la Vulcan n'a pas été impactée par l'explosion du SRB, elle a dit, oh non, pas du tout, elle a géré comme une grande. Putain. Elle a compensé, en fait. Elle a compensé. Il faut se rendre compte que c'est juste la tuyère qui est partie. S'il aurait explosé, par contre, ça aurait été une autre histoire, mais ouais, c'est pas le cas. Mais c'est la tuyère qui a fait... Il y a eu un problème avec la tuyère, mais le SRB a continué de fonctionner. Mais sans aucun doute... ça a déséquilibré totalement la fusée et que les moteurs BE4, c'est là où vous êtes content d'avoir un peu d'ordinateur de bord et tout ça, et les BE4 ont compensé. Donc ils ont transformé une situation critique en une réussite grâce au fait que leur fusée est bonne, quoi, tout simplement. Donc ouais, le problème, alors ça a gueulé parce que la FAA dans la foulée a dit « Oh non, nous on s'en fout, ça a rien passé. » Non mais attendez les mecs, on va reparler de SpaceX qui a encore eu des soucis avec la FAA, avec une Falcon 9. Et là, ils ont pété un SRB, il y a même pas enquête. Et la FAA a dit, ah non, pas d'enquête. Ok, vous êtes des boss. Par contre, les Space Force, elles vont avoir leur mot à dire sur ça. Parce que ça, c'était un vol de certification. Pour eux, le vol doit être parfait, de A jusqu'à Z. Et on n'a pas eu de nouvelles des Space Force, ils ont rien dit. Mais c'est pas improbable que les Space Force demandent un 3e vol. Le vol est réussi, certes, mais ils sont passés à un cheveu de la catastrophe.
Et les Space Force vont peut-être dire, écoutez, vous avez peut-être atteint l'objectif, mais nous, on a vu que vous aviez explosé un SRB, une tuyère d'un SRB au décollage. On n'est pas trop serein pour le moment. On veut un 3e vol. C'est pas improbable du tout que le 3e vol, ce sera Dream Chaser. Ça soit aussi un vol de certification. Normalement, le 3e vol, ça devait même pas être Dream Chaser, ça devrait être un vol pour les Space Force. Donc on verra s'il est... Elle est vraiment magnifique sur un vol de jour, absolument. Je trouve aussi que la Vulcan est une superbe fusée. Et nom de Dieu, ce qu'elle en jette avec les BE4 et tout. Et c'est une bonne fusée, puisqu'elle a quand même... là, elle vient de prouver qu'elle est solide et qu'elle est bien foutue. Mais c'est une belle fusée en plus. Très très jolie. Donc ouais, ils s'en sont bien sortis, ULA. Mais je peux vous dire qu'il y a des ingénieurs qui ont dû avoir des grosses gouttes de sueur pendant le vol quand ils ont vu leur machin faire boum. Non mais le vol a pas du tout réussi. Ah si. Bah regarde, objectif atteint mec. Objectif atteint, hein. Ça aurait explosé, ça aurait été le cas, mais le problème c'est qu'elle a fait une trajectoire parfaite à part ça. Genre... Trajectoire parfaite, ils sont arrivés à la cible, ils ont mis exactement l'objectif qui était fixé, le vol est réussi. Mais entre la réussite et l'échec total, il y a parfois un cheveu, et là c'est un putain de cheveu. Mais le vol est réussi. Désolé, ils ont atteint l'objectif, c'est le but. Hein. Au final, les SRB, ils les auraient foutus à la flotte, pas récupérés. C'est pas un échec du tout. C'est pas un échec du tout, c'est une réussite. C'est du spatial, mec. Hein. Si t'arrives à amener ta charge utile en orbite, c'est bon. Hein. On demande que ça. Hein. Tu sais, la Saturn V, elle est considérée comme 0 échec. Pourtant, la Saturn V, on l'a vu en vol parfois perdre des morceaux entiers. C'était des réussites. C'est pas une question de fuite, c'est pas un bateau. C'est une fois une utilisation. Un bateau, tu vas le réutiliser. Une fois une utilisation, si t'atteins l'objectif, c'est bon. C'est un vol réussi. Est-ce que tu considères qu'une Saturn V qui est toute cassée, si elle met sa charge en orbite, sur la bonne orbite, c'est un échec? Non. Mission réussie. Là, c'est la même chose. Par contre, c'est les Space Force qui vont peut-être décider qu'ils veulent que c'est pas une réussite par rapport à leur cahier des charges. Mais ça, c'est encore une autre chose. Mais pour ULA, c'est une réussite. Merci de la précision correction. Bon, non, mais tu rigoles ou quoi? On est là pour ça. Bon, donc ULA s'en sort bien. ULA s'en sort très très bien. Ça aurait pu être potentiellement catastrophique. Bon, voilà pour ULA. On aura sûrement des news des Space Force prochainement. Parce que ils ont un vol de prévu avant la fin de l'année avec une autre Vulcan, je crois. Donc va vite falloir qu'ils disent oui ou non à ULA. Dans 5 jours, on a une énorme mission qui va partir. Une mission dont j'ai parlé parfois. Europa Clipper. Donc ça va décoller à bord d'une Falcon Heavy. On va retrouver une Falcon Heavy au pad dans 5 jours. C'est super. Et la mission, c'est Europa Clipper. Donc Europa Clipper, zut, attendez. C'est une mission d'exploration, observation scientifique pour aller sur Europe. Pas aller sur, hein, mais aller en orbite autour de Europe. Je crois que c'est une des 92 lunes de Jupiter. Alors, Europe est il y a beaucoup de lunes de Jupiter qui sont assez incroyables à cause de la gravité de Jupiter. Il y a une telle gravité que Jupiter déchire ses lunes de l'intérieur. Donc, il y a énormément d'activité volcanique sur toutes les lunes. Et vous avez, là où vous avez de la chaleur, vous avez possiblement de l'eau, de la glace. Et Europe est considérée comme une des candidates probables pour avoir de la vie sur le système solaire. On a une croûte de glace de 40 km d'épaisseur avec des océans qui pourraient aller jusqu'à 100 km de profondeur sur Europe. Vous avez plus d'eau sur Europe que sur Terre. Hein. Et vous avez donc Europa Clipper est une... Alors on a 2 missions simultanées, Tengrina, qui vont vers les lunes de Jupiter. On a JUICE qui a décollé en 2023 et on a Europa Clipper qui va peut-être décoller dans 5 jours. Et donc c'est des missions assez incroyables puisqu'il va falloir pas mal de temps pour y aller. Hein. JUICE, je crois qu'ils arriveront en 2032 et je crois qu'Europa Clipper arrive en 2031. Donc c'est des missions qui vont durer 6-7 ans. Et on les lance maintenant parce que c'est long à aller jusqu'à Jupiter. Hein. Va falloir refaire des orbites autour de la Terre pour prendre de la vitesse et après avec l'effet lance-pierre aller récupérer l'orbite de Jupiter. Donc ça va être une mission, hop là, une grosse mission pour aller voir ce qu'il y a
de près, avec une chier d'instruments. Allez voir ce qu'il y a sur Europe. Et ça doit décoller dans 5 jours. À la base, ça devait décoller avec une SLS. Mais la SLS est tellement pas... et coûte tellement trop cher. Et en plus de ça, tremble trop. Tu sais, t'as dit que ça coûtait 1 milliard de dollars d'adapter les équipements d'Europa Clipper pour les tremblements des SRB de la SLS. Et ils se sont dit au final, non mais à ce compte-là, ça rajoute 1 milliard... on va aller voir ce qu'il y a et on va aller prendre la Falcon Heavy. Ah putain, non mais la démence après. La Falcon Heavy qui coûte quasiment rien, ça a fait économiser à la NASA genre 3,5 milliards de dollars. Voilà. Est-ce qu'ils vont récupérer les boosters? Je crois que oui. Je crois que les 2 boosters vont être récupérés. Alors le problème c'est que une SLS aurait été pratique pour en termes de performance orbitale. C'est-à-dire qu'ils auraient été plus rapides sur Jupiter plutôt que d'aller via une Falcon Heavy. Mais la Falcon Heavy, bah, c'est le prix de l'économie et surtout, ça coûte bien moins cher. Et surtout, il y a beaucoup de... Trouver une Falcon Heavy, c'est pas un problème. Trouver une SLS aujourd'hui, c'est quasiment impossible parce que bah, c'est une licorne qu'on tire une fois par an et encore. La SLS, c'est une abomination. Mais la Falcon Heavy, il y en a énormément. C'est pas un problème. Voilà. Et c'est dispo et plutôt sûr, absolument. Donc ouais, on va avoir une Falcon Heavy la semaine prochaine. Le 5, c'est quel jour? Le 10, pardon. Le 10, ça sera jeudi prochain. Je crois que ça tire en après-midi, Ten Green. Pour nous, ça fait nos affaires. Donc moi, je serai en live parce que c'est une mission importante. C'est une Falcon Heavy. C'est des beaux joujoux. Et c'est quand même une mission... Là, on va aller sur la lune de Jupiter, quoi. Voilà. Donc là, les photos, elles ont été prises par Juno en 2022. Hop là, une sonde qui était allée en orbite autour de Jupiter et avait été passée à côté de pas mal de lunes de Jupiter. Donc voilà, donc Europe, là, le blanc, c'est une croûte de glace. Hein. Vous avez des lunes de glace, vous avez Encelade, vous avez Europe, vous avez aussi Ganymède. Donc il y a de l'eau là-dessus, d'accord? Sur Europe, c'est considéré qu'il y a plus d'eau sur Europe que sur la Terre. Hein, il y a l'eau et une des ressources les plus... On en trouve partout dans l'espace, de l'eau. Il y en a sur la Lune, de la flotte. Mais elle n'est pas toujours sur... Comme nous, généralement, on visualise un verre d'eau. Pas du tout. Non, c'est glacé. Faut se rendre compte que tout est glacé. Vu qu'il fait très froid, ou en fait, ça dépend de quel sens c'est orienté par rapport au soleil, mais généralement, c'est gelé. C'est gelé, voilà. Par exemple, l'eau sur la Lune, ça serait des cristaux de glace dans la rigolite. Voilà. Mais vous avez de l'eau. Donc, par contre, de l'eau liquide serait extrêmement... plus rare et on est quasiment sûr que sur Europe, il y a de l'eau liquide en profondeur à cause de l'activité volcanique et sismique de Europe. Voilà. Donc ouais, c'est une mission importante et on attend ça avec impatience. Donc ouais, la semaine prochaine, ça je le fais en live, quoi. Donc il y a une chier d'instruments. Il y a un peu tout le monde qui participe à ça. Hein. Il y a des machins qui sont faits en France. Il y a l'ESA, il y a la JAXA. C'est une grosse mission. C'est une grosse mission qui a coûté très cher. Ils ont eu pas mal de problèmes. Ça aurait dû décoller il y a déjà 2 ans. Mais ouais, et le problème, c'est qu'ils ont une fenêtre. Pour avoir l'orbite de Jupiter, faut tirer au bon moment. Et voilà, quoi. Concrètement, le gain de temps avec un SLS, ça aurait été combien? Ça aurait été de 2 ou 3 ans, je crois. Le gain de temps de la SLS aurait été important au niveau temps. Je vais pas m'avancer, mais je crois que c'était de plusieurs années. Donc là, ils ont préféré prendre plusieurs années de plus. Mais au moins, ils ont une fusée qui est disponible. Au lieu d'avoir Boeing qui dit « Ah bah, la SLS, elle est pas prête, c'est Artemis en priorité. » Et voilà, donc là, en fait, il aurait fallu 2 SLS, parce qu'on a une mission Artemis 2 qui arrive. La SLS est en train d'être stackée pour Artemis 2. Et il aurait fallu une autre SLS pour Europa Clipper, ce qui n'aurait pas été possible, tellement leur rythme de production de la SLS est lent. Voilà, donc au moins on a... avec la Falcon Heavy, il y a de la flexibilité par rapport à ça. Donc ouais, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un gros bébé. Hein. Ah oui, mais c'est une mission incroyable. C'est une mission incroyable. Hein. Déjà, on va être gâtés si tout se passe bien avec Juice 2032 et Europa Clipper. T'auras quel âge, Ten Green, en 2032? J'aurai 32 ans. Oh la vache. Tu commenceras à être un vieux con. Hein. Fais attention. Hein, je suis déjà con, mais il manque juste le vieux. Et donc ouais, là on a eu, c'était cette semaine, c'est la coiffe de la Falcon Heavy avec Europa Clipper dedans. Voilà. Donc propre. L'autre avec sa moto. Oh, animal.
déteste les motards. Matez-moi un peu l'engin, quoi. C'est propre. Hein. Donc ouais, grosse mission, on en reparlera la semaine prochaine. Autre chose, la semaine dernière, on a eu... ça s'était passé le jour même. Pourquoi pas attendre Starship? Non mais tu mets pas Europa Clipper sur Starship. C'est pas adapté du tout. Hein. C'est de l'overkill. C'est de l'overkill. C'est pas adapté, et même le système d'ouverture et tout ça, voilà, il y a des fenêtres de tir assez précises quand même. Starship est pas prêt. Starship est pas prêt, pas fiable, pas encore. Non, il y a des fenêtres spécifiques pour avoir une orbite optimale. Là, si la Falcon Heavy fait le boulot, tu prends une Falcon Heavy, quoi. Et la Falcon Heavy fait le boulot. Non, Starship est pas encore prêt pour ça. Et Starship, ils sont cloués au sol et avec la FA. Alors, passons à la semaine SpaceX. SpaceX a eu une grosse semaine. Déjà, la semaine dernière, on avait Crew 9 qui décollait avec 2 astronautes. Enfin non, un cosmonaute, un astronaute. Donc on avait... Ça s'était passé genre 2 heures après la minute spatiale. Mais voilà, Crew 9 qui décolle. Donc, avec 2 places au lieu de 2 pour aller récupérer les 2 astronautes de Starliner qui sont toujours bloqués là-haut. Putain, c'est incroyable. Hein. Maintenant, on en a plus rien à foutre de voir des gens décoller. Je peux vous dire, quand il y a 4 ans, quand les Américains avaient récupéré une capsule, c'était la folie. Hein. Those 9 Merlin engines now providing 1.7 million pounds of thrust, propelling Falcon 9 and Crew 9 and continuing to get good calls from teams here on the ground. Bloqué dans l'espace, merci Boeing. Faut pas non plus être trop extrême. C'est que la NASA a dit on prend le coefficient risque qui est trop élevé pour nous. Là, Starliner est rentré, ils auraient pu ramener les astronautes avec Starliner. Mais la NASA a pas voulu prendre le With that, stage 1 is throttling down to pass Citon Europa Clipper. C'est un bus, hein. Citon, hein. C'est un énorme bus. C'est un monstre. C'est un énorme, hein. Non, je me moque aussi de Boeing tout le temps. And that Falcon 9 is now traveling faster than the Il y a pas le double de vol de 3... Alors, ça vole beaucoup cette année. Hein. Ça vole énormément. Faudrait voir les chiffres de 2023-2024. Mais ouais, ça vole énormément cette année. Le fait qu'on ait les capsules de SpaceX qui soient aussi opérationnelles et fiables, ça résout beaucoup de problèmes. Copy, 1 Bravo. That call out for 1 Bravo means we're in the second and final abort mode for the first stage and continuing to get good performance. And vac chill is underway. Ouais, un Américain et un Russe, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a des contrats qui sont passés avec les Russes, parce que les Russes ont Soyouz et tirent aussi des Américains et ramènent des Américains. Donc c'est des alliés, malgré la guerre en Ukraine, le spatial, on est obligé de se serrer la main. Il n'y a pas le choix. La Falcon Heavy, c'était 2017 le premier vol ou 2016? Tu t'en rappelles, Tengreen? 2017, je crois, le premier vol de la Falcon Heavy? Quelque chose comme ça, hein. Alors en soi c'est récent globalement, mais oui, ça fait quand même quelques années maintenant qu'elle vole. Hein. Mais elle a fait un vol, elle a pas volé pendant je sais pas combien de temps déjà en plus. 6 tonnes pour Europa Clipper, dont la moitié en ergol, putain, bah ouais. T'as une quantité de transfert incroyable pour y aller, donc... Ouais, ah ouais. Allez hop, séparation d'étage. Et le booster va revenir se poser à Cap Canaveral. On récupère tout. SpaceX va avoir un problème sur cette mission, mais avec le deuxième étage que vous voyez à droite là. Our next major milestone is going to be the beginning of stage 1 boost back burn, which is expected in just a couple of seconds here. Of course, if you are just joining us, you've got views of our first stage on the left-hand side of your screen and of MVAC burning with our Crew 9 astronauts aboard up in space on the right-hand side of your screen. Now we are coming up on 3 minutes and 20 seconds since liftoff today, traveling over 4,000 miles per hour. C'est beau quand même, je m'en lasse pas. Impossible de s'en lasser. Quand on aime l'espace, c'est impossible de s'en lasser. 2018, le premier vol de la Falcon Heavy. Pour une fusée, 6 ans, c'est pas grand-chose en termes d'espérance de vie.
Et aucun incident avec la Falcon Heavy. Ça a toujours bien volé. Aucune mission échouée. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Confirmation there that both vehicles are on nominal trajectories. Everything is looking good. Je sais même pas c'est quoi le booster. D'habitude, je connais tous les boosters de la flotte. Là, je suis pas allé voir qui était le booster de Crew 9. Right now, they're about 1G, which is about what we're used to experiencing on Earth. Et le booster est monté à 170 km Tengreen. Généralement, quand il tire du Starlink, le booster monte à 120 km max. Ah bah là, ça fait une sacrée... Mais c'est pas les mêmes trajectoires, c'est pas les mêmes orbites, et on voit que on tire pas de la même façon. On va avancer un petit peu, hein. On va aller voir l'atterrissage du booster. Oh, il est monté à 190. Ah non, ça c'est le deuxième étage. Ok, ça c'est le booster qui redescend. La télémétrie que vous voyez, c'est le deuxième étage. Là, on a le booster qui redescend. Voilà. Donc il revient se poser en Floride, le booster. Mais c'est ça l'inconnu, le fait que SpaceX tire beaucoup plus, tu trouves des problèmes, que ce soit des problèmes industriels, des problèmes au lancement, les problèmes avec la FAA aussi, ça se crispe parce que SpaceX tire beaucoup plus. Et va falloir qu'on... T'as des problèmes, tu trouves des solutions. Oh, regardez le booster qui redescend. C'est beau. Bon, malheureusement, on n'a pas la télémétrie du booster, ça c'est chiant, j'aime bien moi voir l'altitude du booster. Oh là là, les caméras de tracking. Elles sont dingues, les caméras de tracking. Il descend peut-être à 2000-3000 km/h. Allez, ça rallume. Oh, il vient se poser. Et hop, regardez-le. Et voilà. Alors moi j'avais coupé là. Mais vous voyez le deuxième étage là? Quand ils vont faire la séparation, le deuxième étage en fait a une fenêtre. Il retombe, donc pour éviter les débris, ils le ramènent sur Terre. Donc ils le font tomber à la flotte dans le Pacifique. Malheureusement ils ont eu un problème avec le deuxième étage. Et il n'est pas tombé exactement là dans la fenêtre où il aurait dû tomber. Donc dans la foulée, SpaceX a dit bah attendez, on va arrêter les vols de la Falcon 9. Et la FAA a aussi demandé une enquête. Alors, vous comprenez que ça gueule un peu parce que quand ULA explose un SRB au décollage, la FAA a dit non, on s'en fout, on regarde pas. SpaceX loupe à pas grand chose près la fenêtre de récupération du déchet de deuxième étage. Là, la FAA fait chier. Alors j'ai vu un mec de l'industrie qui disait sur Twitter, très intéressant, si la FAA commence à trop casser les couilles avec ça, les compagnies, elles vont faire quoi? Elles vont arrêter de faire redescendre des déchets. Et elles vont tout laisser là-haut, parce que la FAA, là-haut, elle a pas son mot à dire. Et les mecs vont faire quoi? Bah, plutôt que de se faire chier à risquer les foudres de la FAA si elle commence à trop taper sur les doigts, on va laisser les deuxièmes étages là-haut, comme ce qui s'est fait pendant des décennies. Et comme ça, on évite la paperasse. Donc c'est... Ouais. Donc la FAA gueule et ça fait une semaine qu'on n'a pas eu de Falcon 9 parce que les Falcon 9 sont cloués au sol. Donc Starship est cloué au sol, les Falcon 9 sont cloués au sol. Ça commence à péter un peu les couilles quand même. Mais j'ai déjà dit les problèmes de la FAA. Impossible de ne pas voir peut-être aussi une instrumentalisation de la FAA à des fins politiques aussi. Ça bouge beaucoup aux US en ce moment avec les élections qui arrivent. On espère que les élections vont être vite passées. On espère que Trump va être élu. Désolé pour ceux qui veulent Harris. Moi, je suis pour Trump à 100% parce que Musk est avec Trump. Et si Trump est élu, ça ne peut aller que dans le bon sens pour le spatial. Et SpaceX. Voilà. Donc ouais. En tout cas, une bonne... On n'a pas eu d'autres Falcon 9 cette semaine, alors qu'il y avait sûrement du Starlink et tout de prévu. Voilà. Bon, en tout cas, je vais faire ça. Je vais couper. Et on va aller à Boca Chica voir les news de Starship. D'ailleurs, Crew 9 s'est docké parfaitement quelques heures plus tard.
Très très belle arrimage et tout. Donc ils étaient que 2 à bord et ouais, tout s'est bien passé. Donc normalement crew 9, ils redescendront sur Terre en février je crois, avec en plus les 2 loustiques de Starliner. Donc c'est pour ça qu'ils étaient que 2 à bord. Hop là. Regardez Starbase. C'est beau quand même Boca Chica, hein. C'est de la flotte hein. Non ça c'était mon chat. Hop là, voilà. Là-haut, là on voit les AIB, c'est là où ils assemblent tout. Et regardez, les 2 tours. Bientôt, on aura, en 2025, j'ai dit, à un moment, on aura 2 Starships ici. À moins qu'ils détruisent leurs pattes d'une façon X ou Y, allez savoir. À un moment, pour l'OP photo Ten Green, je suis sûr qu'on aura 2 Starships. Et ça, c'est pas un problème, hein. Ça a été pris avant-hier. Tu sais, c'est qui ce booster, Ten Green? Oula. Oula, on en est où au niveau des boosters? Oh ouais, j'en sais plus là. C'est B14. 14. C'est B14. Ça sera le premier booster Starship pour Starship V2. Ça sera le premier Super Heavy pour Starship V2. Et ben, il est parti à Massé faire ses essais cryo. Il n'a pas encore ses moteurs. Mais on a B12 qui est au pad prêt à voler. B13 en attente. Et B14 qui est déjà en train de faire ses essais. Ils produisent plus vite les boosters qu'ils n'arrivent à les tirer. Et on se retrouve dans la situation où bah, le goulot d'étranglement, c'est la FAA et la paperasse. SpaceX dessous produit trop vite ses boosters. D'ailleurs, aujourd'hui, voilà, ils ont retesté, ils ont amené les grosses couilles d'eau, là. Vous voyez, ils chargent ça d'eau. Et ils ont testé les chopsticks avec toutes les modifications qu'ils ont fait. Et c'est moi où il fait plus allongé B14. Aucune idée. Je suis pas capable de dire. Oublie pas que j'ai aussi un peu bougé les photos pour que ça aille bien sur l'écran. Donc ouais, voilà, là ils ont déjà viré ça. Hein. C'était pour tester les... Bon, vous mettez au poids maximum et vous récupérez de la data pour voir si les chopsticks tiennent bien ou les contraintes physiques qu'il y a sur les chopsticks. Donc ça, ils ont testé ça hier et ils l'ont déjà viré. Voilà. Alors, cette semaine, des rumeurs ont commencé à sortir. Et les rumeurs, c'était que commençait à y avoir des zones d'interdiction, ce qu'on appelle des NOTMAR et des NOTAR et des NOTAM, qui sont en fait, quand vous tirez une fusée, bah, vous devez faire une zone d'interdiction maritime et une zone d'interdiction aérienne. Et vous avez, normalement, bah, si vous n'avez pas l'autorisation de tir... Alors, on a déjà vu SpaceX faire des zones d'interdiction maritime bien avant le tir. Et on sait que, techniquement, la FAA a dit... bah, alors, pour le vol 5, donc le vol 5, c'est une récupération de booster. Donc, c'est un nouveau vol avec des modifications. C'est pour ça que la licence de tir prend du temps. C'est que bah, SpaceX demande des changements. Mais comprenez que s'ils voulaient faire le même tir que précédemment, ils pourraient tirer. Là, demain, SpaceX peut tirer. Mais ils ne pourront pas récupérer le booster. Ils n'auront pas le droit administrativement parlant. Parce que la FAA dit non. Mais techniquement, SpaceX demain peut tirer pour faire un nouveau vol similaire en termes de plan de vol au vol 4. Ils peuvent le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont commencé non seulement à faire des zones d'interdiction aérienne pour le 13 octobre, mais des zones d'interdiction maritime, mais aussi une zone d'interdiction aérienne. La maritime... c'est assez laxiste. Faire des zones d'interdiction aérienne, c'est généralement un cran au-dessus en termes de sécurité. Et pour les 4 précédents vols, systématiquement, la zone d'interdiction aérienne apparaissait une semaine avant le tir. Et on se demande, mais la FAA a dit de toute façon, nous, c'est fin novembre pour récupération de booster, point barre. Et j'ai vu un mec qui disait, bah, moi, je suis prêt à parier que SpaceX, ils vont tirer la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ils vont tirer, faire un vol 4.5, Ten Green, et un vol en termes de plan de vol similaire au vol 4 pour récupérer encore plus de data et refaire un bis repetita de tout le merdier. Tu sais, c'est toujours bon de tirer. Hein. Tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre tes infrastructures, tu vas récupérer de la data. Est-ce que tu es capable de faire exactement la même chose que précédemment? Parce que tout va dans ce sens-là. Ils ont le droit de le faire. Et ils ont un Starship au pad dont ils savent pas quoi faire. C'est le problème. Ils ont un Starship au pad dont ils savent pas quoi faire. Et ils ont déjà... B13 qui est prêt, et S31 ou S31, je crois, qui sont prêts aussi. Donc, le retour supersonique, ça fait bang. On s'en fout de ça. Ça, c'est pas un problème. Hein. Le problème, c'est les poissons et certaines conneries comme ça, de l'impact du booster et tout.
Les bangs supersoniques n'ont pas été considérés comme dangereux ou à risque de quoi que ce soit dans les études qu'on a eues. Et la FAA n'est pas pointilleuse là-dessus, vu que ça a déjà été passé au crime. Donc ouais, potentiellement, on va avoir un vol de Starship, et ça sera pas une récupération de booster, mais simplement un vol similaire. Moi je suis heureux, hein. Si on a ça et que tout se passe bien, ça va nous faire patienter en attendant notre récupération de booster, qui pourrait quand même arriver en novembre ou en décembre. Parce que, Starship, il y a déjà des autres Starship qui attendent. Donc ouais, on en est à ce stade où SpaceX veut juste tirer, et c'est la FAA qui suit pas le rythme. Mais c'est pas improbable du tout qu'on ait un vol de Starship entre le 13 et le 19, simplement pour refaire un vol 4 à l'identique, et peut-être essayer d'autres choses, apprendre d'autres choses. Il y a énormément de choses à tester pour apprendre encore plus et récupérer de la data. Donc ouais, c'est pas impossible du tout qu'on ait un vol, ce qui serait génial, hein. Dans le mois, on a Vulcan, Europa Clipper, un vol de Starship, sachant qu'après, en novembre, on aurait peut-être une New Shepard et peut-être encore après un nouveau vol de Starship avec récupération. On est content. Mais, ouais, donc on sait pas trop ce qui se passe du côté de Boca Chica, c'est le bordel avec la FAA, et on ne sait pas... on n'en sait rien. Il n'y a rien d'officiel, tout ça c'est que des rumeurs, hein, je vous le dis, hein, c'est des rumeurs. Il n'y a rien d'officiel, SpaceX n'a pas communiqué là-dessus, la FAA ne communique pas là-dessus, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on a juste des rumeurs par rapport à certaines choses qui apparaissent en termes d'interdiction de ci, de ça, mais qui ne sont que des éléments secondaires autour de quelque chose de principal dont on n'est pas au courant. Voilà. Donc s'il y a des news, s'il y a vol, on sera mis au courant la semaine prochaine, je pense. Sans aucun doute. Et s'il n'y a pas vol, il ne se passera rien, et on devra attendre en novembre. Vous savez, si vous suivez le spatial, vous apprenez à être patient. Hein. La patience dans le spatial, c'est la première des vertus, hein, parce que vous allez attendre tout le temps. Un Ten Green, hein, ça apprend à être patient, là. Faut de la patience, hein, quand tu vois la durée des missions, putain. Ah bah là, regardez, je vous parlais de missions, les gars, en 2031, 2032, hein. Vous apprenez la patience, voilà. Et c'est chouette, voilà. Plus on entend parler de ce qui se passe chez SpaceX, plus on se rend compte de l'écart monstrueux avec tous les autres et surtout l'Europe. Oui, absolument. SpaceX, c'est une compagnie un peu à part en termes de façon de travailler, de façon de penser. C'est un autre monde. Faut justement peut-être même pas essayer de trop les comparer parce que ils travaillent différemment, mais on voit les résultats. Vous savez, à la fin de la journée, chez SpaceX, c'est comme dans la vie en général, hein, c'est valable pour vous, on va souvent vous juger par rapport à votre travail et aux résultats que vous obtenez au travail. Et SpaceX, on peut les détester autant qu'on veut, mais il est difficile de nier. Ils ont tiré 92 fois cette année. Hein, il est difficile de nier la réussite de SpaceX en termes de réutilisable. Ils ont la plus grosse fusée de l'histoire de l'aérospatiale au pad, avec 2 autres exemplaires qui attendent derrière. Ils sont bloqués par de l'administration. C'est même pas... SpaceX est dans sa propre division. Vous voyez, en football... SpaceX, ils sont une seule équipe dans leur division, et après vous avez les autres derrière. Sachant que la Chine, vous la mettez dans la division de SpaceX éventuellement, mais c'est un état entier avec tout l'écosystème. Puissance industrielle énorme, hein, voilà, dans de centaines de milliers d'employés. Hein. À part peut-être pour un journaliste de BFM TV, mais qui regarde encore, c'est ça, personne. C'est pour les boomers, BFM TV et France TV, c'est pour les boomers. Non, faut pas s'informer là. Donc ouais, voilà pour les news. Voilà pour les news, donc on attend avec impatience des nouvelles peut-être d'un... Moi je suis heureux, hein, s'il y a un Starship le 13 octobre les gars, mais moi je suis là. Hein. T'imagines Ten Green, 10 octobre, on a une Falcon Heavy, le 13 on aurait un Starship. Je serais heureux. Ah, il me faut pas grand chose, hein. Mais voilà. N'y comptez quand même pas trop hein, sur le Starship 13 octobre. Hein. Tant qu'on n'a pas de news, que c'est pas confirmé... on n'en sait rien. Bon écoutez, je vais m'arrêter là. On aura des news la semaine prochaine. Et quoi qu'il arrive, le 5, donc ce sera jeudi. Attendez, je vais aller voir exactement à quelle heure, si on a déjà une heure de lancement pour Europa Clipper. On va faire un peu... Alors, Europa Clipper, launch time. Europa Clipper launch time. À 11h30... du matin, CDT. CDT, c'est quoi, Ten Green? CDT, ça doit être l'heure américaine
CDT time. Ouais, il me semble que c'est ça. Ça doit être l'heure de la Florida. Texas. Texas. Central CDT. Là, il est 7h, Tengreen. Il est 7h, donc je pense que ça doit être le Texas. Texas, Floride. Et ça veut dire que chez nous, ce serait vers 17h, je pense. Vers 17h, 18h. Oh, c'est parfait. Un petit tir à 17h, 18h, en plein après-midi, avec un beau temps, une Falcon Heavy. Ce serait le rêve. Voilà. 18h30 FR. Ouais, c'est ça. Et donc chez moi, ça serait 16h30 heure d'Islande. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc ouais, ça sera en fin d'après-midi, en plein jour. Ça va être une très grosse mission Europa Clipper. Hein. En termes d'importance, c'est des missions qui sont équivalentes à tous nos télescopes James Webb et tout ça. C'est des missions, ce que j'appelle des missions générationnelles, où on a mis des milliards et des gens ont bossé là-dessus une partie de leur vie. Donc ouais, on va regarder ça et on sera là. On sera là, en espérant que rien soit décalé, on espère que la météo soit là. En ce moment, c'est la période des ouragans aux États-Unis, c'est un énorme bordel. Mais voilà. Bon, écoutez, on s'arrête là. Merci Tengreen de ta présence. Et sinon, merci à tous. Et passez un bon week-end. Et maintenant, les Worlds, absolument. Bah, quoi, je dois aller jouer avec Chouan. Je regardais les rediffs des Worlds ce soir. Et ouais, passez un bon week-end. Moi, là, je vais aller jouer avec Chouan dans un peu plus d'1 heure à Warhammer. Et ce soir, on aura la suite du run avec les Dunedin. Voilà.